Bonjour à tous et bienvenue sur Dererum Inferni. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la question du mythe, non plus sous le régime strictement littéraire, mais sous un régime qui soit beaucoup plus, on va dire, scientifique ou du moins philosophique ou encore herméneutique. J'ai déjà parlé de l'herméneutisme dans une vidéo où je les compare à des saumons, où je compare ceux qui pratiquent l'herméneutique à des saumons puisqu'ils remontent à la source. Il remonte à la source puisqu'il travaille sur le principe des origines, qui est un principe essentiel dans la question du mythe, et que je vais opposer aujourd'hui à la question de la logique scientifique. On a dans notre société une espèce de vaste confrontation qui n'est pas forcément tout à fait nommée, mais qui du moins prend sens dans les différentes disciplines qui s'en saisissent, entre ce que je vais appeler tout au long de cette vidéo la pensée ou la raison. Donc la raison au sens de la rationnelle, l'activité raisonnable ou rationnelle, l'activité calculatrice de la science qui identifie des unités, on va y venir, qu'il s'agit d'opposer à la question du mythe qui oppose non plus des concepts ou des idées, mais qui oppose ou qui manie des figures. C'est fondamental, puisque tout un pan de la connaissance est complètement négligé du fait de la dépréciation, finalement, sur le plan épistémologique, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance. C'est toute la question de l'ésotérisme, de l'hermétisme, de tout ce qui finit en isme généralement, mais quand on en parle avec peut-être un peu moins d'humour, c'est toutes les sciences humaines qui pourtant produisent du sens, produisent de la signification, de la compréhension, des matériaux d'interprétation du réel, et qui sont complètement négligées ou mises de côté, alors que franchement, elles peuvent tout à fait représenter un pan majeur, voire magistral, de notre rapport au monde, de notre rapport au réel. Donc ça va à peu près mobiliser différentes idées que j'ai déjà développées dans différentes vidéos, donc à chaque fois je indiquerai dans le petit texte en bas. Par exemple, la question de cosmos va revenir régulièrement, la question de l'hyperphénoménologie, enfin l'hyperstructure phénoménologique du réel, j'en ai déjà parlé. Tout ça, je vais le réévoquer. Bon, je tiens à le préciser, je vais faire cette vidéo en deux phases. C'est une seule vidéo, mais en deux phases. Une première phase où je ne fais que parler, que présenter, comme ce que vous connaissez. Et puis une deuxième phase où je vais carrément m'appuyer sur du texte, du matériau. Ce texte sera évidemment, je l'ai annoncé, ce sera Matrix. C'est-à-dire que je considère que Matrix est un mythe moderne, mais un mythe qui produit du sens à la fois sur un plan scientifique et à la fois sur un plan, ce qu'on appelle mystagogique, donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de Matrix. Pour l'instant, je vais vous présenter différents auteurs qui parlent du mythe en essayant de lui donner ses lettres de noblesse. Alors, quand je dis qu'il essaye de lui donner ses lettres de noblesse, il n'essaie rien du tout. Lui, il fait, mais la postérité intellectuelle tente. Donc, il s'agit notamment de ce qu'on peut appeler de l'homme qui peut passer pour avoir été un des maîtres de Hans Blumenberg, dont j'ai déjà parlé. Donc, je vous rappelle que Hans Blumenberg a travaillé sur il n'a pas travaillé, il a écrit un article qui s'appelle La raison du mythe, qu'il faut bien interpréter comme étant la pensée, le système rationnel de calcul, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la raison du mythe, qui a été écrit par Blumenberg on ne sait pas trop, c'est publié en français en 2001, c'est-à-dire que c'est traduit en français en 2001. Il est probable que ce soit écrit, en fait, comme c'est un texte posthume, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a écrit. Ça intervient sans doute autour de la théorie des temps modernes ou de la métaphorologie, donc qui sont des textes de Hans Blumenberg. Donc l'homme dont je parle, il s'agit de Ernst Cassirer, qui est un auteur qui a publié jusque dans les années 30-40. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, quand on regarde le décalage entre ce qui se publie en France dans les années 50 sur la question du mythe et ce que Cassirer publiait déjà dans les années 25 à 35, voire 40, c'est un monde. Il y a vraiment, en France, on a vraiment une lecture littéraire, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le mythe comme un objet parfaitement littéraire, on va réfléchir sur l'étymologie, sur la signification ethnologique et psychologique des termes, notamment Prométhée, etc. Alors que Cassirer manie déjà la question phénoménologique du mythe, et donc propose que le mythe est une forme de lecture de l'hyperstructure phénoménologique du réel, et donc il a une espèce de postulation un peu
on va dire pour l'époque, un peu étonnante, un peu avant-gardiste, qui aujourd'hui est une évidence, notamment grâce à des auteurs comme Hans Blumenberg, à savoir que le mythe est une forme d'intelligibilité du réel. Le réel est une énorme structure qui envoie des phénomènes, qui envoie des stimuli intellectuels et épistémologiques à l'homme, et puis l'homme est chargé de les classer, tous ces stimuli, et d'en faire une espèce de lecture compréhensible qui a du sens, qui donne du sens. Donc le mythe serait une façon de comprendre le réel. La science en est une autre. Donc Ernst Cassirer a écrit 3 tomes sur la question. Donc c'est la lecture symbolique du monde, ou la lecture symbolique du mythe, qui permettent, alors il y a le langage, le mythe, sont les 2 premiers tomes, et qui permet vraiment d'approcher la question du mythe comme la question du sens, tout simplement, la question du pourquoi est-ce que, donc c'est le télos, hein, mon obsession du télos, donc la question du sens. Alors, on va pas partir, je vais pas vous faire un compte rendu de ce que raconte Cassirer, par contre je vais vous proposer différents points de focalisation sur l'opposition entre la science et le mythe. J'ai déjà dit tout à l'heure, la science produit des idées, c'est-à-dire par exemple les mathématiques. Elle va prendre un nombre, elle va prendre une idée, la notion de quantité, donc une intuition, l'intuition de la quantité, et va en faire un système structurellement viable qui permet d'interpréter cette intuition, donc de la quantité. Donc on a les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis on a le 0, et à partir de ça, on va agencer des unités de sens, comme ça, des unités numérales de sens, qui vont permettre de construire un alphabet qui va interpréter le principe de quantité. D'accord ? Donc la science produit des concepts qui permettent d'interpréter des principes. C'est très clair. Les mathématiques, la science physique, la science chimique, toutes les sciences qu'on appelle les sciences dures procèdent de ce principe-là, à savoir on prend une intuition ou une notion essentielle, fondamentale, et on l'établit sur la base de principes sous une règle architecturale qui permet de compiler et de moduler à l'infini les éléments de cette intuition. Donc voilà, je rappelle l'exemple des mathématiques. Hein. Si je prends le concept de la quantité 3 et que je l'additionne au concept de la quantité, mettons 7, bah, ça fait le concept de la quantité 10, exactement. Et donc du coup, après, on prend le concept de la quantité 10, donc on a 2 unités qui donnent une 3e unité, et puis on va prendre une nouvelle unité, par exemple le concept de la quantité 18, qui procède lui-même de 3 fois l'empilement, donc de l'empilement de le concept de quantité 6 plus le concept de quantité 6, etc. Donc ça fait 18, donc 10 plus 18, ça fait 28. Et en fait, comme ça, à l'infini, on va empiler et reconstruire et remodeler des concepts qui sont, alors là, des concepts des concepts numéraux, des concepts de quantité, mais si vous prenez cette idée et que vous l'appliquez à la chimie, ou que vous allez beaucoup plus loin, vous partez dans la géométrie, et que vous compilez des concepts un peu plus compliqués sur la question par exemple des angles, ou sur la question des distances, vous avez toute l'algèbre qui permet de concevoir toute la géométrie, qui permet de concevoir l'architecture, etc. En fait, en philosophie, c'est exactement la même chose. Vous prenez des concepts de base, par exemple chez Platon, l'être ou l'être 1, ou chez Aristote, le principe ontologique de l'action, et puis vous les additionnez à d'autres, et finalement ça donne des pyramides complètement incompréhensibles pour le profane, ce qui fait qu'on va lire des auteurs... Alors il y a des auteurs qui manient, Kant par exemple, ou Hegel, construisent vraiment de la pensée solide. Après, moi, il y a des auteurs que je trouve plus hermétiques, et j'arrive moins à connecter, à entrer dans leur monde, qui ne sont jamais que des théorèmes, comme avec les mathématiques, mais ce qu'aussi avec la philosophie. Donc moi, il y a des auteurs comme Lévinas, par exemple, je ne comprends absolument rien, ce qui ne veut pas dire que je pense que ni que je suis idiot, ni que ça raconte n'importe quoi, mais simplement que je n'ai pas la maîtrise des unités de base qui permettent d'édifier son système. Donc c'est pour ça que finalement, la philosophie, comme les mathématiques, comme toute science en fait, c'est-à-dire alors, si on ne veut pas parler de science, on peut parler de système modulatoire du réel, des unités de base. Toute science nécessite un apprentissage d'abord des éléments qui constituent cette science. Et donc c'est pour ça que par exemple en licence de lettres modernes ou de philosophie, on apprend des trucs chiants au possible. C'est insupportablement chiant, mais il faut les apprendre. Parce que ça permet de construire les matériaux de base qui après nous permettront d'édifier.
C'est pour ça qu'on ne fait de la recherche qu'en master, pour ce qui est de l'Europe. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais donc, on revient à mon principe de mathématiques, on a des concepts qui sont agencés les uns par rapport aux autres, les uns en plus des autres, ou les uns on peut les soustraire, on peut les multiplier, les diviser, on peut faire toutes les manipulations possibles dans un système référentiel, et puis ça donne une science fonctionnelle qui permet d'interpréter le réel. Les mathématiques ne sont pas, alors, les mathématiques ne sont pas le réel. Les mathématiques, ce n'est pas le langage de Dieu. Certains le pensent, très bien. Moi, je ne le pense pas. Les mathématiques, c'est une formule qui permet d'interpréter de façon régulière et rigoureuse les paramètres du réel. Voilà, ça fonctionne, c'est très très bien. Si ça ne fonctionnait pas, ça ferait longtemps qu'on serait passé à autre chose, hein, soit dit en passant. On a postulé des éléments abstraits, donc par exemple, on a des nombres qui n'existent pas, qui sont strictement le processus de cette science, qui permettent de dépasser le réel, mais qui en fait permettent de revenir et de l'interpréter mieux. Voilà. Donc voilà, avec cet exemple des mathématiques qui me semble assez simple, ou du moins assez accessible, maintenant on va aller sur des choses un peu plus ardues. Le mythe ne fonctionne pas par concept. Il fonctionne par... En fait, le mythe ne part pas de la logique. Les mathématiques, par exemple, c'est strictement de la manipulation de logique. On prend des éléments logiques et on les construit ensemble, on les constitue, on en fait autre chose. Le mythe part de l'effroi. Alors c'est une idée fondamentale chez Blumenberg, la question de l'effroi, et en fait, quand on lit Cassirer, on comprend que ça vient... C'est beaucoup plus intuitif, ce n'est pas nommé vraiment, mais pour Cassirer, l'unité de base du mythe, c'est la question de la terreur. C'est la question sensible, c'est esthétique. Le mythe est purement esthétique. Esthétique, c'est qui rapporte à la sensation, à la sensibilité, au sens, les 5 sens, enfin les 50 000 sens, parce qu'après, différentes théories. Mais c'est donc l'homme qui est séché, alors l'homme et la femme, hein, bien sûr, l'homme au sens générique, l'être humain, voilà. L'être humain qui est séché complètement, qui est dépassé par une émotion. Donc là, il n'y a pas la raison, d'accord ? C'est de l'émotion, c'est du pathos. Il n'y a pas de logos qui intervient là-dedans pour l'instant, en premier lieu. Il est frappé dans son pathos, et qui du coup va construire des structures qui lui permettent de gérer, de mettre à distance ce pathos terrifiant. Ce pathos qui le prend à la gorge, entre guillemets. Donc le mythe part de l'effroi, et va construire non plus des concepts, mais des figures. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que la figure, alors par exemple, donc on a les exemples qui moi me conviennent pas vraiment, mais qui sont très pratiques pour comprendre un peu. On a les exemples de la foudre qui fait peur. Bon bah voilà, il y a un dieu, boum, c'est Zeus, et donc on peut prier ce dieu, on peut apaiser sa colère, etc. En fait, on rend intelligible des phénomènes qui sont absolument terrifiants. On se construit des matériaux de compréhension et de maîtrise, de maîtrise au sens de contrôle, d'éléments qui nous dépassent complètement. Ça, c'est le mythe. Okay, le mythe fonctionne par réponse au pathos et va construire une structure de sens qui ne répond plus à la logique simplement, mais qui répond aux besoins émotionnels. Et donc les figures, qui sont des figures alors de Dieu, mais qui sont aussi des figures de rituels, c'est-à-dire que ce sont des unités interprétatives qui permettent de rassurer cet effroi, cette terreur, on appelle ça comme on veut. Le mythe a donc une fonction narrative. Le mythe permet d'expliquer, de raconter le réel. C'est-à-dire qu'il dépasse la simple interprétation, dépasse la simple modulation. Il permet de trouver un sens, de construire un sens au sens, cette fois-ci, presque de la providence chrétienne, c'est-à-dire un devenir, une destinée, qui donne à l'homme une raison de vivre. Voilà. Donc la distinction est vraiment fondamentale, puisque la science se contente, entre guillemets, se contente de organiser le réel pour le rendre manipulable, pour le rendre compulsable, contrôlable, agençable. Donc si on veut, c'est une sorte de science phénoménologique des éléments, de l'articulation des éléments, alors que le mythe produit une interprétation narrative téléologique, c'est-à-dire qu'elle est organisée vers un sens de devenir, de destinée. C'est l'eschatologie chrétienne, par exemple, c'est-à-dire qu'on va tous renaître, si on a été sage dans notre vie,
lors du jugement dernier. Donc il y a un télos, il y a un objet qui justifie qu'on vive de telle ou telle façon, donc évidemment ça implique la question éthique. Donc le mythe a une puissance, on va dire, de société, enfin une puissance de production de société que n'a pas la science. La science est rigoureuse. Elle ne s'embarrasse pas de pathos, de politique, de social, de psychologie. Elle module des éléments. Alors c'est très important parce que ces figures mythiques, vont être agençables entre elles. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué puisque, à l'instar de la science, les unités de sens que sont les figures mythiques deviennent elles-mêmes compulsables entre elles. Par exemple, on a une porosité extrême, on la connaît, on l'étudie, elle est parfaitement. Vous pouvez très bien trouver ça sur Internet. Une porosité incroyable entre, par exemple, les dieux égyptiens, les dieux grecs. À un moment donné, il y a Typhon qui vient péter la gueule aux dieux grecs. Du coup, les dieux grecs se barrent chez les Égyptiens. Quand ils reviennent, ils sont enrichis d'un sens supplémentaire. Ça, c'est un exemple, il y en a 50 000. De manière générale, le mythe, les structures de mythe sont poreux entre eux et s'imprègnent les uns les autres pour ajouter du sens au sens. C'est très important parce que ça permet en fait d'expliquer un réel par une narration cosmologique. C'est-à-dire que le cosmos n'est plus simplement, toujours pareil, je mets entre guillemets le mot simplement parce que ça pourrait passer pour être très dépréciateur, ça ne l'est absolument pas dans ma bouche, mais le cosmos n'est plus simplement la somme de ses règles scientifiques, la somme de ses paramètres physiques, universels, enfin astrologiques, etc. Non, le cosmos devient l'enjeu de conflits entre grandes figures qui s'affrontent entre elles, mais qui s'allient aussi entre elles et qui engendrent de nouvelles figures. Par exemple, je vais vous prendre un truc très simple, le Gaïa et j'ai un trou de mémoire là, mais Gaïa et le cosmos, je crois, enfin je sais plus, sont deux titans qui s'accouplent et ça donne quelque chose. Gaïa et la nuit, je crois, enfin ça donne quelque chose. Et en fait, ce sont des figures, mais qui sont incroyablement porteuses de sens, qui vont permettre d'expliquer la naissance d'un autre sens. Et tout est comme ça. Quand tel dieu trompe telle autre déesse avec une humaine et que du coup ça donne... Enfin, tout est toujours extrêmement signifiant. Et donc du coup, le mythe, d'une manière générale, est une approche du réel, différente de la science, qui n'est pas nécessairement ni mieux ni moins bien. Enfin, on ne peut pas porter de jugement ni péjoratif ni laudatif sur l'un à propos de l'autre, sur l'un par rapport à l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que ce sont deux façons d'approcher le monde. Pourquoi est-ce que notre époque réfléchit uniquement ou quasiment uniquement à partir de la science sur les critères de la qualité? Je ne sais pas du tout, et en fait c'est en train de se déplacer puisque, par exemple, j'étudie le mythe d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire d'un point de vue strictement scientifique, je l'étudie comme élément, comme épaisseur significatrice de différents éléments, et je ne suis absolument pas le seul. Je fais partie d'une génération, quand je lis un peu les articles ou les auteurs, ou même que je discute avec d'autres doctorants, je réalise que c'est vraiment une préoccupation qui, au début du XXIe siècle, alors on est un peu plus qu'au début maintenant, on est dans les années, bientôt au début des années 20, nous occupe vraiment, et il y a quelque chose qui est en train de se passer. La philosophie du mythe est vraiment en train de devenir quelque chose de porteur, pas sur le plan politique, etc., mais sur le plan du sens. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à la question du mythe. Ça nous conduit directement à un certain type de littérature qui a longtemps été négligée, qui est la littérature dite allégorique. C'est très intéressant parce que donc on a des romans comme, alors évidemment tous ceux que je pratique beaucoup, que j'ai déjà cité beaucoup, qui sont Maître et Marguerite, Le Faust de Goethe, etc., qui produisent du mythe, c'est-à-dire qu'ils produisent un sens totalisant. Ils ne sont compréhensibles ou réceptibles qu'en tant que totalité de sens. On ne peut pas isoler les unités par rapport aux autres. Donc tout ce que je dis dans cette première phase de vidéo, je vais le justifier par la suite avec des éléments de Matrix, donc des passages de Matrix, et je vais commenter à chaque fois. Donc on a vraiment on va dire une actualisation du procédé mythique qui revient peut-être un peu à la charge après le fameux XXe siècle, extrêmement scientifique, extrêmement rationnel, qui a permis, par exemple, l'émergence d'une nouvelle forme de réel, d'une nouvelle interprétation
d'une structure de réel qui est l'informatique, qui permet de modéliser un autre réel, qui permet de construire une structure de sens supérieure, différente aussi, distinguée, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que dans la pensée scientifique, on a la notion de l'analyse, c'est-à-dire qu'on identifie les unités de sens les unes par rapport aux autres, on les sépare, on les distingue, on construit à partir de la différenciation, c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de distinguer. L'unité ne prend de sens qu'en tant qu'elle se divise en sous-unités, par exemple les mathématiques, la quantité devient une notion qui est elle-même, qui comprend elle-même, qui contient en elle-même la totalité des autres des petites unités, donc, qui vont donner les chiffres, qui eux-mêmes additionnés vont donner les nombres, et en fait tout ça, ça permet de comprendre en distinguant. Donc c'est le principe c'est l'opération du principe analytique. On analyse les éléments on les distingue pour les analyser, et en les analysant, en les distinguant, on crée des unités qu'on peut moduler entre elles. Alors que le mythe, à l'inverse, fonctionne par la synthèse. On synthétise les forces entre elles, et par exemple, je vais donner l'exemple tout à l'heure, mais le personnage de Neo est incompréhensible dans sa totalité, indépendamment à la fois du personnage de l'oracle, à la fois du personnage de Smith, et à la fois du processus de la matrice. C'est-à-dire qu'il est partie du tout, et en tant que partie du tout, il est représentant du tout. Aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un, donc là je vais faire un genre de blague, mais ça marche quand même. Aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un et qu'on dit Néo, il sait très bien à quel mythe ça appartient. Il y a 10 ans, peut-être pas aujourd'hui avec les enfants, mais c'est normal, chaque époque a ses systèmes mythiques, mais il y a, on va dire, pas 10 ans, mais 40 ans, quand on parlait de Ulysse, tout le monde savait de quoi il retournait, tout le monde pouvait penser assez rapidement Télémaque, Pénélope, enfin toute la structure, tout le monde, l'univers, le cosmos du mythe, l'opération systémique du mythe. J'y viens parce que c'est des mots qu'en fait je vais réutiliser quand j'analyse Matrix, mais tout ça prend du sens, prend son ampleur grâce à la totalité du mythe. Le mythe fonctionne par synthèse et la science fonctionne par analyse. Donc la science divise, sépare, distingue, le mythe agglomère, réunit, synthétise. Voilà. Dites-moi plutôt ce qui vous préoccupe, conseiller. Il y a tellement de choses en ce monde auxquelles je ne comprends rien. Vous voyez cette machine? Elle a un rapport avec le recyclage de nos réserves d'eau. Je n'ai absolument aucune idée de son fonctionnement, mais je comprends pour quelle raison il faut qu'elle fonctionne. Je ne sais absolument pas pour quelle raison vous avez le pouvoir de faire certaines choses. Mais je suis persuadé qu'il y en a une aussi. Mon seul espoir, c'est qu'on découvre cette raison avant qu'il ne soit trop tard. Alors dans ce deuxième extrait, c'est le conseiller, alors c'est le premier extrait que je présente, mais c'est le deuxième extrait dans l'ordre chronologique du film. Donc il s'agit du conseiller Amon et de Neo, qui sont, ni l'un ni l'autre ne peuvent dormir, donc c'est intéressant, puisque au lieu d'être en train de remplir la fonction qui est celle qui ouvre les portes du rêve, donc de la mystique, que j'associe volontiers à l'espace de la mystique, la question du rêve dans le tome 1, dans le premier Matrix, est absolument fondamentale. On ne sait jamais trop, au tout début, où Neo campe sur la question de sa rencontre avec Trinity, est-ce qu'il l'a rêvé, sur l'enlèvement par les agents qui fait qu'il a une espèce de petite crevette dans le nombril, est-ce qu'il l'a rêvé? Et finalement il ne l'a pas rêvé puisque Trinity lui arrache, mais Trinity elle-même est issue d'un monde dont il se réveille à coup de réveil, et dont il se réveille en retard pour aller au travail, donc au final est-ce qu'il ne l'a pas rêvé elle aussi? C'est d'ailleurs une des raisons du succès monumental de Matrix 1 sur les deux suivants, c'est que le premier tome est incroyablement tourné vers la mystique. Il laisse à chacun la possibilité et la capacité de fantasmer terriblement sur les éléments possibles qui constituent le réel, le tissu, si l'on veut, l'épaisseur du récit général de Matrix, de la trilogie Matrix. Or, les deux suivants imposent, exigent du spectateur qu'il intègre une dialectique du mythe, qu'il intègre une véritable compréhension quasiment positive, c'est-à-dire scientifique au sens
mathématique du terme et qu'on arrête de rêvasser, et il y a des éléments. Par exemple, quand Néo fait péter les pieuvres, donc là quand il fait péter les sentinelles, qu'il les explose alors qu'il est dans le monde physique, il y a tout un tas de gens, j'ai beaucoup fréquenté les forums, sans jamais prendre la parole, tout un tas de gens qui décrètent oui, mais c'est parce qu'en fait il y a une autre matrice. Ce serait, si vous voulez, il y a un deuxième niveau de matrice. Et finalement, en fait, il reporte l'espace de fantasme. C'est joli, c'est intéressant, c'est poétique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est des conneries. Au sens où Néo extermine les sentinelles à ce moment-là, parce qu'il est en train de devenir un logiciel. J'y reviens dans le troisième extrait que je vais vous montrer, qui est la confrontation entre Néo et l'architecte. L'architecte dit à Néo, c'est la première chose qu'il lui dit, bien que ta conscience ait été irrémédiablement altérée. C'est-à-dire que le transfert, le passage de la fameuse porte, altère définitivement sa conscience et le modifie. Il est en train de devenir un programme. Néo est en train d'intégrer les éléments, la hiérarchie, si on veut, des programmes de contrôle de la matrice suivante. Chaque matrice est conditionnée par le logiciel qui est dans l'élu précédent pour la matrice suivante. D'ailleurs, c'est pour ça que le mérovingien a son aura. J'y reviendrai peut-être un jour si je reviens sur Matrix dans des vidéos. Mais donc dans cet épisode, qui suit directement une merveilleuse illustration de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, où les machines ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des machines, donc il suffit de s'en passer, ce qui renvoie aussi à un échange avec l'architecte, j'y reviens. Le conseiller dit à Néo, je ne sais absolument pas pourquoi vous êtes capable il vous est capable de faire ça, je ne sais absolument pas pourquoi, comment vous faites ça, mais je sais que je connais les raisons qui justifient qu'il y en a besoin, que c'est nécessaire. C'est-à-dire que dans la perspective d'un panthéon, c'est-à-dire des figures mythiques, on ne sait pas pourquoi tel ou tel dieu, ici en l'espèce l'élu, est capable d'avoir cet impact sur le réel, sur le cosmos, sur l'hyperstructure phénoménologique, mais on sait pourquoi c'est nécessaire que ce personnage soit là. C'est-à-dire que la question n'est pas de comprendre comment, mais de justifier, d'installer, de permettre pourquoi. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question du sens. Il faut que ça ait du sens. On ne comprend pas pourquoi, le conseiller ne comprend pas pourquoi Néo est capable de voler, mais il comprend pourquoi il faut que quelqu'un soit capable de voler. Sur la question du mythe, c'est exactement la même chose. On ne comprend pas pourquoi Zeus peut envoyer de la foudre. On est incapable d'expliquer chimiquement comment Dieu peut envoyer de la foudre, mais on est parfaitement capable de justifier pourquoi il faut que Zeus soit capable de foudroyer ses adversaires. Pourquoi il faut que Zeus soit capable d'être immortel, etc. C'est-à-dire que les figures du mythe ne se justifient pas vis-à-vis de la science, et donc on ne peut expliquer, on ne peut illustrer le mythe avec la raison scientifique, on ne peut illustrer le mythe qu'à l'intérieur du mythe, que dans la propre raison du mythe. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais, par exemple, on ne peut jamais expliquer Dieu. Dieu ne s'explique qu'à l'intérieur de la croyance en Dieu. Alors, des gens un peu de mauvaise foi ou un peu puérils expliqueront ouais c'est facile. Non, c'est pas facile, parce que on peut attaquer Dieu depuis l'intérieur de la théologie ou de la théodicée d'ailleurs. La théologie, ça s'appelle la théodicée. La théodicée, c'est comment est-ce que Dieu peut exister, c'est-à-dire être omnipotent, omniscient et surtout bon, alors que le diable, ou alors que le mal, d'une manière plus mineure. C'est tout l'objet de la théodicée. Ça travaille les philosophes depuis 1500 ans. Ça existe, c'est-à-dire bien, on peut attaquer Dieu depuis l'intérieur de la théologie. Si on attaque depuis un référentiel extérieur, c'est comme si, je reprends l'exemple des mathématiques de tout à l'heure, c'est comme si je disais, ouais, enfin, le système orthonormé, c'est un peu débile dans un système, du point de vue du système non euclidien. Oui, si tu veux. Alors, le système non euclidien, c'est les choses ne se coupent pas perpendiculairement, mais en cercle, etc. Donc, de ce point de vue-là, le conseiller pose un élément fondamental de tout mythe, de toute raison du mythe. Je ne comprends pas pourquoi ça marche, mais ça n'est pas la question. La question, c'est pourquoi il faut que ça marche. Donc voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, le mythe, ça manie des figures qui produisent et qui organisent entre eux du sens. Maintenant, on passe alors il faut que je revienne parce que du coup, il faut que je passe au premier extrait.
inoubliable. Ce soir, rendons honneur à ces femmes et à tous ces hommes, à eux nos soldats, nos guerriers, à eux nos maris et nos femmes, nos frères et nos sœurs, nos enfants. Honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus et rendons grâce pour ceux que nous avons retrouvés et qui se tiennent ici à nos côtés. À présent, j'aimerais que quelqu'un d'autre termine cette prière. Une personne qui n'a pas parlé ici depuis trop longtemps, mais qui, me semble-t-il, va dire ce que nous avons tous besoin d'entendre. Je veux parler de ma fille. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Les machines ont levé toute une armée et tandis que je vous parle, cette armée approche de l'endroit où nous sommes. Mes amis, je vous le dis, l'heure est grave. Nous affronterons encore bien des épreuves. Mais si nous devons nous y préparer, il nous faut d'abord renoncer à nos moindres peurs. Je me présente devant vous ce soir, et en vérité, je n'ai pas peur. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait le choix de croire? Non! Je me présente devant vous sans peur, parce que je n'oublie pas. Je n'oublie pas que ce qui m'amène, ce n'est pas tant le chemin qui se trouve devant moi, que le chemin qui se trouve derrière moi. Je n'oublie pas non plus que depuis un siècle, nous faisons la guerre à ces machines. Je n'oublie pas non plus que depuis un siècle, elles nous envoient leurs armées pour nous détruire. Et après un siècle entier de guerre, je n'oublie pas ce qui importe le plus. Nous sommes toujours là! Ce soir, nous allons adresser un message à cette armée. Ce soir, nous allons ébranler cette caverne. Ce soir, nous allons faire trembler ces murs de terre, d'acier et de pierre. Faisons-nous entendre du magma rougeoyant aux ténèbres du ciel. Ce soir, grâce à nous, ces machines n'oublieront jamais plus que Sion est toujours là et que nous ne craignons rien. Le deuxième extrait, qui est la prise de parole de Morpheus au temple juste avant que les machines n'attaquent, un peu avant que les machines n'attaquent, puisqu'on est encore dans le deuxième tome, qui intervient à peu près, enfin pas à peu près, qui intervient entre la 24 et la 26e minute du film, est très importante de trois points de vue. Du point de vue de la place politique qui se joue en fait autour de la figure religieuse, donc je vais voir, elle se découpe en deux parties, enfin en deux éléments, le conseiller et Morpheus. Du point de vue du rituel, donc en fait ce sera le troisième point, mais du point de vue du rituel, et enfin du point de vue du discours narratif, de la narration qui est très performative que Morpheus propose et même impose comme réponse aux machines. Donc dans un premier point, un premier moment, la question de la double figure religieuse. On a d'abord le prêtre qui veut terminer une prière en laissant la parole à Morpheus. Donc en fait, il explique d'abord qu'il faut se rappeler de tous ceux qui sont tombés au combat. Et ensuite, il dit je vais laisser la parole à quelqu'un qu'on a tous besoin d'entendre. Donc il y a vraiment une importance donnée à la performance de Morpheus, qu'on a tous besoin d'entendre. Et on va voir pourquoi est-ce que Morpheus donne du grain à moudre à ce besoin. Et donc, en introduisant cette parole, cette bonne parole, cette révélation, donc là, moi je prends des termes christiques, chrétiens, le prêtre donne la parole, délègue la parole à une puissance, rend la parole à une puissance qui est supérieure à la sienne. Et cette puissance qui est supérieure à la sienne, c'est bien évidemment la figure du prophète. Morpheus est un prophète. C'est le principal prophète du culte de l'élu, ou ce qu'ils appellent la prophétie dans Matrix, qu'il va déployer comme une réponse à la morbidité terrible des machines. Donc c'est très intéressant déjà d'envisager que le prêtre cède le pas au prophète.
hein, puisque dans l'Église chrétienne, c'est l'inverse qui s'est passé. Les prophètes ont été détruits pour laisser la place aux prêtres, à ceux qui savent, et non pas à ceux qui ressentent. Donc on a vraiment l'ébauche d'un système rationnel là. Dans Matrix, c'est l'inverse qui se produit. Le prêtre donne la parole au pur pathos, à la pure émotion, à la pure vitalité esthétique de ce qui est d'abord, la scène est très très belle. Hein. Morpheus est complètement mis en scène, les bras levés, les torches, enfin, tout met en scène la puissance de son discours. En donnant cette parole au prophète, il donne le pas, le prêtre, qui est quand même censé, enfin qui est le gardien du culte, va rendre au culte sa propre puissance performative, donc dans la parole. Donc Morpheus, donc c'est le deuxième point, Morpheus donne comme élément fondamental ou fondateur la question de l'histoire, de l'historicité de l'activité humaine, puisqu'il dit, donc il balaie tout de suite en disant pourquoi est-ce que moi je n'ai pas peur, donc je reviens tout de suite à la peur, mais pourquoi est-ce que moi je n'ai pas peur? Non pas parce que je crois et vous non, je ne crains pas l'arrivée des machines parce que je me souviens que ce qui est essentiel dans l'existence, c'est ce que nous avons accompli et non pas ce que nous allons devenir. Ce que nous avons accompli, c'est-à-dire ou une existence de vertu, ou le combat que nous avons mené, ou la vitalité que nous avons déjà exprimée, et en l'occurrence qui vont exprimer à l'issue de cette prière, hein, puisqu'ils vont tous se mettre à danser, à chanter, enfin pas à chanter, mais à danser, ça va être absolument merveilleux, et donc c'est l'appel final, ou disant du cœur rougeoyant jusqu'au ciel noir, nous allons, etc. Donc il y a une volonté de répondre par l'exercice humain, purement humain, par l'ivresse de l'humanité, de la sexualité, de la sensualité, de la musique, de la transe même. On est vraiment dans quelque chose de religieux, de très agressif, de très primaire, très primitif, mais primitif dans le sens le plus brut du terme, pas du tout dans le sens par opposition à la civilisation. Donc Morpheus produit un discours qui encourage à la conscience, non pas de ce qui vient, mais de ce qui est fait déjà, donc de ce qui est accompli. Donc quand il parle de ce qui est accompli, il l'utilise pour lutter contre la peur. La peur qui est, je le rappelle, chez Blumenberg, ce qu'il appelle l'effroi. Cassirer en parle aussi, c'est la sensibilité, l'émotion, le pathos, que j'évoquais tout à l'heure comme étant le nom du pathos. Et donc la question qui se pose est bien celle de gérer le pathos, de gérer cet effroi, cette peur. Morpheus propose, par un acte d'inscription dans la narration du mythe, de lutter contre la peur par la danse, par tout ce qui est la question du rituel. Et donc on vient au troisième point, le point du rituel. Quand Morpheus dit d'abord que nous sommes toujours là, donc this is Zion et nous sommes toujours là, je déteste parler anglais à des noms anglophones, ça met mal à l'aise. Donc quand il s'impose comme ça, comme le prêtre, à la fois le prêtre et le prophète, puisque là il devient celui qui officie, qui donne le culte, qui distribue le culte à toute l'assemblée des gens qui sont présents, il dit clairement on va faire quelque chose qui va asseoir, qui va inscrire dans la pierre, dans le feu, dans le bruit, dans l'épaisseur de la transe, notre existence. On va rituellement prouver qu'on existe. On est dans ce que Blumenberg appelle l'acte du rituel, qui permet de produire la répétition paraphrastique de l'être. C'est-à-dire qu'on répète qu'on est en agissant, dans une espèce d'ivresse de l'être, et de la jouissance et compagnie. Donc c'est vraiment une place très importante donnée au rituel. Et enfin, donc, il explique qu'il faut répondre à la peur il propose de répondre à la peur par la danse, etc. Et enfin, il dit on va carrément s'adresser aux machines pour montrer notre humanité. C'est-à-dire que on danse, quelque chose de parfaitement inutile. D'un point de vue, les machines ne dansent pas. Les machines ont des actes rationnels, j'y reviens avec l'architecte, les machines sont des objets qui produisent, qui agissent, mais qui agissent de façon efficiente. La danse est purement performative, n'ajoute rien, n'ajoute absolument aucune utilité, aucune productivité au fait d'être. C'est simplement l'expression de l'être. Et donc on répond aux machines
en étant, c'est-à-dire qu'on oppose aux machines ce qu'elles ne sont pas. Voilà, donc il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que j'évoquais sous le terme de répétition paraphrastique, c'est qu'on va répondre aux machines en étant ce qu'elles ne sont pas, on va se maintenir dans les temps, on va se maintenir dans... on va répéter tout ce que nous on est et qu'elles ne sont pas. Donc c'est une réponse absolument fondamentale. On pourrait parfaitement passer 1h30 à commenter cette scène qui fait moins de 2 minutes, mais elle est fondamentale. Il y a toute la suite aussi qui est absolument fondamentale, l'étreinte entre Neo et Trinity qui renvoie au tome 1 et qui renvoie au tome 2 par un système de jeu d'images et de texte, hein, de paroles. Mais bon, voilà, on s'arrête là. Donc Morpheus officie, récupère la parole du prêtre et répand l'action du prophète en exhortant par le rituel le peuple, le peuple, the people, c'est pas le peuple, aristocratie, peuple, non, c'est le peuple, la population, à lutter contre la peur par la transe, et donc par l'émotivité, par le pathos. Donc on conjure l'effroi par le pathos. Bonjour, Néo. Qui êtes-vous? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses te sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. Par corollaire, bien que ta première question puisse paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Pourquoi suis-je ici? Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Tu es l'éventualité d'une anomalie qu'en dépit de mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer de ce qui est par ailleurs une harmonie de précision mathématique. Quoiqu'elle demeure un fardeau dont tu veux t'affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement ici. Vous n'avez pas répondu à ma question. Effectivement. Intéressant. Tu as été plus rapide que les autres. La matrice est plus vieille que tu ne penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou personne ne me l'a dit, ou personne ne le sait. Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique, créant des fluctuations dans les plus basiques des équations. Je fais ce que je veux! Vous êtes mort! Vous êtes mort! Je dis ce que je veux! Et pas faire ce que vous voulez! Le choix. Le problème, c'est le choix. La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut d'égal que son monumental échec. Sa chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Je l'ai donc manié, selon votre évolution, pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries de votre nature. J'ai cependant été frustré par un nouvel échec. J'ai compris par la suite que le succès m'échappait parce qu'il fallait un esprit inférieur au mien, ou peut-être bien un esprit qui serait moins soumis à ses paramètres de perfection. C'est ainsi que la réponse fut trouvée par accident, par l'intuition d'un autre programme, initialement créé pour explorer certains aspects de la psyché humaine. Si moi je suis le père de la matrice, elle en est indubitablement la mère. L'oracle. Voyons. Donc ce 3e extrait dont j'ai retranché le passage au Trinity
prépare sa mort en fait, est très 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 significatif et à bien des égards. C'est-à-dire que là, la lecture que je vais en faire va mettre de côté une quantité énorme d'informations ou de plaisir à la spéculation. Je pourrais vraiment passer 1 heure à commenter ces 2 minutes, enfin 3 minutes. Alors, je vais donc me contenter simplement de ce qui réfère au mythe. Je ne vais pas parler de la question de la structure du choix, de l'oracle, etc. Donc j'ai retranché, pareil, j'ai retranché juste après tout un passage sur les conditions de fabrication de la matrice. Donc en fait la question d'abord, on va commencer dans l'ordre, il est architecte. C'est-à-dire qu'il il le dit lui-même, il parle d'une matrice parfaite sur le plan mathématique, c'est un pur scientifique. Il est dans l'analyse structurelle des éléments et sur la production d'un cadre, d'une grille qui permette de ranger les humains, qui permettent aux humains de vivre en harmonie pour ne pas se foutre sur la gueule et surtout pour ne pas crever et laisser les machines pomper toute l'énergie. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne absolument pas, il le dit, un triomphe qui n'a eu que d'égal que son monumental échec, c'est l'effondrement total du système, le système crash, parce que les humains ne sont pas comme ça. Et donc ça ne fonctionne pas, les humains ne sont pas carrés. Donc, les humains ont besoin de pathos, les humains ont besoin d'émotions, ils ont besoin de sensibilité, ils ne peuvent pas vivre comme ça dans des mathématiques pures. Certains oui, mais pas tous. Et donc il y a un taux d'échec qui est trop important. La solution va être trouvée grâce à ce qu'il appelle une intelligence intuitive. Dans son délire mégalomane, il considère que c'est une intelligence inférieure, ou du moins habitée par le sens de la perfection. Et cette intelligence intuitive, c'est l'oracle, bien sûr, comme le nomme Néo à la toute fin du petit extrait. C'est elle qui va proposer de produire un récit d'une alternative, le récit d'une alternative, le récit d'une possibilité, d'une capacité pour les hommes à se libérer, ou à croire qu'ils se libèrent, et en fait, ils sont simplement mis dans une poubelle en tant qu'anomalie mineure, au pluriel, et puis à la fin, on vide la poubelle, c'est-à-dire que l'otion est détruite, et on recommence. Et l'élu est là pour ça, donc on va créer un mythe, un récit mythique, qui va permettre à l'élu de venir régulièrement réinitialiser la matrice quand il y a trop d'éléments, il y a trop de petites anomalies qui foutent le bordel, et qui donc mettent la matrice pas vraiment en péril, mais qui complique les choses. Donc il faut nettoyer, c'est le principe de l'hygiène, il y a trop de bactéries, on nettoie. Et lors du nettoyage, par contre, pour pas que les humains meurent, et pour donc que la source d'énergie reste accessible, il faut qu'un programme permette de réinitialiser la matrice. Ce programme, il est injecté dans un humain, et c'est l'élu. Donc on voit que ce qui est un mythe, une prophétie, une promesse de délivrance pour les humains, est en fait un programme de contrôle. Ça c'est tout l'enjeu de l'échange d'un extrait que j'aurais adoré analyser avec vous, mais c'est pas l'objet. Donc c'est l'échange avec Séraphin entre l'oracle et Néo, où ils sont sur le banc juste avant que Smith n'attaque pour la première fois dans la multitude. Il lui dit, mais attendez, en fait vous êtes un programme de contrôle. Il dit oui, et donc en fait lui aussi est un programme de contrôle. D'ailleurs c'est ce qu'il dit c'est ce que l'architecte lui dit au tout début. Ta conscience a été altérée par le passage, par la mutation en fait du passage dans la porte. Donc il devient un programme de contrôle, c'est-à-dire que le fait de passer cette porte, ça lui injecte, si on veut, un peu plus de non-humanité et d'ordinateur. Sauf qu'il est amoureux, donc il n'en a rien à péter. Autre débat, pareil, on pourrait analyser le stylo qui écrit le monde, le verbe est, pour changer les images de la part de l'architecte. On pourrait analyser le passage dans la lumière, l'éther. En fait, on pourrait analyser tout le système symbolique auquel réfèrent les Wachowski quand ils font ce film. Ce serait passionnant, mais c'est pas l'objet. Mais il fallait que je le dise. Donc l'architecte postule que Néo n'est pas capable de comprendre tout ce que Néo va lui dire, tout ce qu'il va dire à Néo, puisque la conscience humaine, l'intelligibilité humaine, est une intelligibilité inaccessible à un langage strictement scientifique. Ça marche dans l'autre sens. C'est ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que le discours théologique ne peut être attaqué qu'à l'intérieur de la théologie. On ne peut pas l'attaquer depuis la science. Ça ne marche pas. On ne peut pas attaquer un porte-avions avec, je sais pas moi,
mon exemple est nul, mais avec une cavalerie. Non pas parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, mais parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes milieux. Voilà, c'est nul comme exemple, mais vous avez compris l'idée. Donc, il lui dit, tu vas pas pouvoir tout comprendre, même si tu pourras essayer. Toutefois, il est étonné parce que Néo comprend plus vite, plus rapidement que les autres, que les anciennes anomalies. Voilà, donc l'architecte, comme figure tutélaire de l'analyse, du processus scientifique, est aussi attaché à défendre les machines. Son intérêt, c'est de défendre l'intérêt des machines. Donc on garde les humains parce qu'ils produisent de l'énergie, mais qui crèvent, j'en ai rien à péter. D'ailleurs, c'est un peu dans la suite. Il dit, il y a un niveau de survie qu'on a préparé à accepter, on n'a rien à péter que vous mouriez tous. Néo lui dit, ouais, enfin bon, vous avez besoin des humains, quoi. L'autre lui répond, non. Voilà. Ça renvoie aussi à la dialectique du maître et de l'esclave, évoquée par le conseiller lorsqu'ils sont dans le niveau des machines, enfin, dans le niveau d'ingénierie. Donc du coup, on a bien cette figure tutélaire des machines, qui défend les machines. Et donc, la question scientifique est analytique, c'est-à-dire qu'elle distingue les univers, elle distingue l'univers des machines et l'univers des robots. Contrairement à l'oracle, qui, elle, fait une synthèse. Elle dit que pour défendre, et elle le dit aussi dans le passage que je ne peux pas mettre, mais elle dit bien, si on peut avoir la paix, c'est ensemble. Donc synthèse, on va tous travailler ensemble pour avoir la paix, contre un troisième ennemi. Alors Lola se demandait si c'est pas elle qui a créé Smith, et en fait, dans le 3e tome, il y a un petit passage qui dit, il l'appelle mère, c'est pas par hasard, on pourrait y revenir, mais je ne peux pas puisque ça n'est pas l'objet, mais elle a construit, accidentellement ou non, elle a réuni les conditions de la production, de la nécessité de l'alliance entre les machines et les humains. Elle a produit l'univers d'une synthèse. La tutelle du mythe produit la synthèse, la totalité. On ne peut distinguer les éléments. Il faut les comprendre, il faut les intégrer pour qu'ils deviennent intelligibles et maintiennent le réel, maintiennent le cosmos, qui est le fondement nécessaire à toute science. Le réel, pour qu'il se maintienne, il faut le comprendre. Le mythe passe par la synthèse. La science passe par la division, la distinction, sinon la division. Voilà, donc cet affrontement strictement dialectique entre Néo et l'architecte nous permet de voir en quoi la posture de Néo, enfin la fonction de Néo est de faire pont entre un univers et un autre. Et pour ce faire, l'oracle l'utilise. Voilà.